côté de l'autre. Avance, Dikongue encore. À côté de Chichi, là. Non. Laisse. Avance. Il y a l'autre chaise là. Voilà. Ok. On va y arriver. Alors, bon après-midi. On nous a dit que c'est la chaleur de l'Afrique aujourd'hui. Nous sommes vraiment très honorés, heureux d'avoir ici Souleymane Cissé, Jean-Pierre Dikongue Pipa. Je vous demande de lui faire un applaudissement pour nous avoir rejoints ici. Mais alors, j'ai vraiment beaucoup de questions à poser, mais la première, je vais poser, je voudrais que vous nous racontiez ce qui a été le FESPACO pour vous de point de vue personnel, dans votre vie, dans votre carrière et tout ça. C'est moi qui ai... Oui, tu es plus ancien que moi. D'accord. Alors, il reconnaît devant vous. Hein. Non, le FESPACO, depuis 1969, je crois que c'est ça, on a fréquenté, depuis que c'était une association, et que ensuite les choses se sont concrétisées par les rapports qui se sont créés, et l'urgence aussi de créer un festival qui puisse parler du cinéma africain, parce que nous avons vu que cette période-là, c'est vrai qu'il y avait très peu de films africains sur les écrans, en Afrique d'abord. Et ensuite, on s'est dit, pourquoi pas ne pas créer un festival qui concerne que le continent pour permettre de se faire entendre. Et je pense que c'est à partir de ce moment que le festival a été créé avec l'appui du gouvernement burkinabé qu'il faut saluer ici. Voilà, grosso modo, ce que nous pouvons vous dire, que ce festival est un grand symbole. Et nous nous rendons compte, tous ceux qui ont créé ce festival, qui ne sont pas parmi nous, que leur vision est en train de s'affirmer de jour en jour, parce qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes africains qui n'ont rien envié d'autres cinéastes. Moi, personnellement, j'en suis fier, et donc je pense que ça a été une bonne chose, la création de ce festival. Voilà ce que moi je peux dire avec les petits mots que j'ai. Chef, tu peux prendre la parole. Oui. Alors, pour moi, le FESPACO, j'ai été douché au FESPACO parce que le FESPACO s'est détourné de sa voix. Ce que je voudrais ajouter. Parce que nous, Africains, nous sommes une famille. Et le cinéma africain se voudrait social. Donc, dans une famille, on ne peut pas oublier un et l'autre s'avance. C'est tout le monde qui va en même temps. C'est pourquoi je me suis fâché contre le FESPACO parce que j'ai compris que le FESPACO voulait imiter Cannes, faire comme Cannes, faire comme les festivals européens. C'est-à-dire que les gens viennent jouer les vedettes et non pas présenter leurs films. Parce qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a les films africains et il y a le cinéma africain. Le cinéma africain, je peux en parler parce que je viens du théâtre. À cause du théâtre, le cinéma existe en Afrique. Mais ça n'existe pas comme ça existe en Europe. Parce qu'en France, par exemple, on appelle cinéma théâtre spécial.
C'est un théâtre spécial. On n'a pas perdu la tradition du théâtre dans le cinéma français. On n'a pas perdu la tradition. Comme il y a une scène à l'italienne avec les personnages qui jouent, alors on a assimilé ça au théâtre spécial. Alors que l'Africain, c'est la rencontre sous l'arbre à palabres. C'est les contes du village. C'est les danses du village. Tout ce mouvement, tout l'esprit africain de la culture, de l'art, parce que vous savez très bien que chez nous, en fait, nous les Bantous, nous disons que l'art premier est dans la main qui fabrique l'instrument. C'est pourquoi la plupart des instruments chez nous sont joués par ceux qui les fabriquent. L'art premier se maîtrise par le fabricant de l'instrument. Voilà ce que je peux vous donc dire, que nous sommes une société collective. On ne va pas seul, on va ensemble. Nous sommes solidaires les uns des autres. Voilà. Peut-être ce que vient de dire mon frère Dikongé Pipa me suggère de vous dire que les deux festivals, on parle du FESPACO parce que c'est le 50e anniversaire cette année. L'autre festival africain, les JCC, a fêté il y a quelques années parce que c'est l'aîné des festivals en Afrique, en 2016, son 50e anniversaire. Et à l'origine de ces deux festivals, nord et sud du Sahara, il y a la complicité et la fraternité entre deux pionniers, entre deux amis qui sont rencontrés dans un festival du Nord, à Cannes. Le pionnier du cinéma est notre aîné Semben Osman, et celui qu'on considère en Tunisie, moi je viens d'un des pays de l'Afrique du Nord, avec tous les problèmes de communication avec le reste de l'Afrique, parce que j'avoue que le malentendu qu'il y a entre le nord et le sud de la Méditerranée existe entre le nord et le sud du Sahara. Et nous, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'appelait Tahar Shiria, qui a rencontré Semben parce qu'il était critique de cinéma dans un festival de cinéma. Et le premier festival de cinéma, les JCC, sont nés parce qu'il y a eu un constat. Maintenant, les choses ont changé. Ici, à Bologne, on voit que toute une section est dédiée au patrimoine cinématographique africain. Mais avant, c'était pour colorer un peu les festivals du Nord qu'on prend de temps en temps. On parle des années 60, après les indépendances, un film pour colorer un peu la programmation de Cannes ou de Berlin. Tahar Shiria était invité dans tous les festivals, Cannes, Venise et Berlin, parce qu'il est critique de cinéma. Et une fois, il va à Berlin, il y a un film, la première fois qu'un film d'Afrique est sélectionné, c'est un film égyptien. Il va voir la projection en compétition, était en sélection officielle, je ne me rappelle plus le titre. Et le lendemain, il y a une conférence de presse pour tous les films. Le lendemain, il va à la salle, il se trouve tout seul avec l'équipe du film. Il n'y avait aucun journaliste, aucun spectateur, peut-être même pas les organisateurs dans cette salle. Et il a dit, nous devons créer un festival chez nous. Nous devons créer des festivals de cinéma pour promouvoir notre cinéma, pour se rencontrer, pour discuter ensemble entre pionniers et les peu de cinéastes qui étaient sur le continent sur comment on doit faire du cinéma, et surtout pour que ces festivals, notre cinéma soit au centre. Le monde entier est invité, mais reste invité, il n'a pas le droit à la compétition. C'est pour ça que Carthage et Ouagadougou sont des festivals qui donnent la bienvenue à toutes les cinématographies du monde, mais consacrent la compétition au cinéma. À Carthage, africain et arabe, et à Ouagadougou, c'était la vitrine, surtout dans les années Sankara, ceux qui ont vu mon film hier,
les années Sankara, c'est-à-dire 85-87, c'était la capitale mondiale de la culture africaine, du cinéma africain. Il y avait toute la diaspora, il y avait des grands cinéastes comme Medondo, beaucoup de gens venaient là-bas, et c'était vraiment un lieu de rencontre, de fraternité, et d'apprendre comment mettre la juste voie pour la création d'une mémoire cinématographique africaine. Et c'est comme ça, tunisien, j'arrive et je rencontre des gens comme Sam Ben, comme Dikongé Pipa, comme Souleymane Cissé, comme Djibril Diop Mambéty. Et je me considère chanceux parce que j'ai eu la possibilité de dépasser mes préjugés, arriver un jour en 85 au FESPACO et devenir un Tunisien normal qui apprécie les cultures riches de son continent. Merci. Moi, j'avais deux questions. Je pense que tous les deux, vous avez parlé du fait que depuis vous étiez enfant, vous allez au cinéma depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Alors, on a vu l'autre jour le film de Médon de Les Bico Nègres. Il y a cet incroyable monologue qui nous vraiment ouvre les yeux ou explique de façon très sarcastique, très violente, puissante, articulée, de la façon où les écrans ont été occupés des images colonialistes et que tout le monde allait voir des films faits pour les Blancs en Afrique et tout ça. Je me demandais, de votre point de vue, quand vous étiez petit et en grandissant, à quel point vous avez ressenti, c'est-à-dire quel était votre rapport avec le cinéma, quelle était votre conscience de ce que vous allez voir, si c'était, j'imagine, quand vous êtes enfant, évidemment, c'était une joie pour vous amuser, tout ça, mais c'est quand que la conscience que cette image était un peu une manipulation et qu'il y avait un manque identitaire de vos langues, de vos images, de vos cultures, et ça a été un sentiment que vous avez quand vous étiez jeune, adolescent ou pas, ou après. Je ne sais pas si je me suis expliqué, mon français est comme ci, comme ça. Moi, je vais répondre peut-être, si j'ai bien compris. Je voudrais dire que un colonisé ne sait pas qu'il est colonisé. Il croit qu'il est normal. Il ne se rend pas compte qu'il est colonisé. C'est quand il prend conscience qu'il se rend compte que mais tous les hommes ne sont pas égaux. Il y en a qui sont des esclaves, il y en a qui sont des maîtres, il y en a qui sont des professeurs, mais un colonisé n'est pas conscient au départ qu'il est colonisé. Par exemple, moi, j'ai été voir les premiers films à Douala, à Ciné-Sport. Et les histoires qu'on me racontait dans les contes, c'était du merveilleux, parce que le conte africain est merveilleux. Et j'ai donc, à travers le cinéma, j'ai rencontré le monde du merveilleux. C'est-à-dire que le monde où les revenants parlent, c'est-à-dire les morts parlent. Pardon, excusez-moi. Les gens ne sont pas morts. Comme on dit chez nous en Afrique, les morts ne sont pas morts. Si bien qu'au cinéma, quelqu'un qui est mort dans un film, vous le voyez vivant dans un autre film. Alors, c'est le monde du merveilleux. C'est comme ça que le premier film que j'ai vu, c'était Charlie Chaplin. Le film de Charlie Chaplin. Lequel vous vous rappelez? Je crois, enfin... C'était les comédies courtes? Les comédies courtes, et c'était muet. J'ai vu presque tous les films de Charlie Chaplin. Et tous les soirs, moi, j'étais au cinéma. Tous les soirs,
J'ai fréquenté les salles de cinéma pendant 1 an, une salle de cinéma pendant 1 an, tous les soirs. Si bien que j'étais fatigué, je marchais en route en sommeillant. En marchant, je sommeillais, tellement j'étais fatigué à mon âge. Je devais avoir 7 ans. Pour aller tous les soirs au cinéma. Je ne savais pas que demain, je serais quelque chose pour le cinéma. Merci. Souleymane? Je ne sais pas si vous avez compris effectivement ma question. Oui, mais ça y est, il a répondu. Hein. Moi, je n'ai rien Non, à dire. au Mali, durant ton enfance, le cinéma était une autre chose que maintenant. Qu'est-ce qui a changé, par exemple là? Je pense aux salles en plein air, à l'engouement pour les... Voilà. Au Mali, il n'y a pas de cinéma aujourd'hui. Il n'y a plus de cinéma. Bon, alors, c'est difficile de parler de cinéma dans nos pays. C'est très difficile. Le cinéma, bon, le hasard a fait que tu vas voir des films, tu es enfant, tu t'en fous. Coloniser, pas coloniser, ce n'est pas ton problème. On te fait découvrir l'univers, le monde, et donc tu assistes inconsciemment et tu vis avec ça. Grandis, tu fais un choix de faire ce métier parce que tu es attaché à ton enfance. Si on vous dit que ce sont les westerns qui nous ont nourris, qu'est-ce que vous allez dire? Lui, il a la chance puisqu'il voyait Charlie Chaplin chez lui là-bas, mais nous, on n'avait pas cette chance. On ne recevait que des films westerns. Notre enfance, nous l'avons fait entre les guerres des Indiens et voilà. On a grandi comme ça. Moi, personnellement, on m'appelait, du moins je pouvais m'appeler l'enfant de la rue. Alors, non, mais tu sais, le cinéma, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que j'ai rencontré à 5 ans et qui m'a ébloui. Et qui m'éblouit tous les jours comme hier soir. Donc c'est des choses... moi, je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour vous expliquer ce que représente le cinéma pour moi. Je n'ai pas les mots, je ne peux pas parce que je ne sais pas parler. Mais c'est important dans ma vie, le cinéma. Il est tout pour moi. Il m'a donné la façon de regarder. Il m'a appris beaucoup de choses. Vraiment, quand on me pose cette question, j'ai des difficultés à répondre. Il faudra m'excuser, mais nos frères qui savent parler, là, les hommes de théâtre, ils peuvent bien s'exprimer. Donc voilà, grosso modo, grand frère, je pense que tu peux mieux t'exprimer là, parce que toi, tu étais l'ouvrier de théâtre. Et c'est une chance. Nous, on n'a pas eu cette culture-là. Tu peux parler, hein? Non. Oh, si, il faut parler. Mais Souleymane, vous avez dit à Ritipan que votre cinéma était né dans la violence. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous? Écoute, les gens, la violence, c'est pas de voir les gens s'entretuer. Il y a ce qu'on appelle cette violence silencieuse, qui est encore pire que l'arme. Les gens s'entretuent avec des mots, avec, je ne sais pas comment vous expliquer. Autour de toi, quand tu vis à cet âge-là et que tu vois beaucoup de choses, tu accumules inconsciemment. Et un jour, ça sort. Quand ça sort, bon, on se pose la question, mais comment se fait-il qu'il a pu sortir toutes ces violences-là? D'où? Mais parce que c'est les contacts de tous les jours. C'est les informations de tous les jours.
Non, mais bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Au contraire. Non. Moi, je suis un peu curieux, surtout pour ce phénomène-là. Nos cinéastes les plus importants ont eu la chance ou le hasard les a emmenés à étudier à Moscou. C'est-à-dire que c'était une école qui a participé à la formation, de ce qu'on considère en Afrique les maîtres, Sam Ben Osman, Souleymane Cissé, Sarah Maldoror, qui n'a pas fait d'école mais elle a fait des stages et des choses. J'aimerais bien t'écouter nous parler de cette expérience, l'accueil à l'époque, l'Union soviétique, comment on est arrivé à décrocher des bourses et des contacts pour aller si loin de l'Afrique pour cette envie de faire du cinéma. Bon, dans les années 59-60, effectivement, le Mali a déclaré que c'était un pays indépendant. Et donc, il y avait une sorte d'enthousiasme au niveau de la jeunesse. Et chacun s'est engagé dans des mouvements, dans des activités culturelles et politiques. Et en quelque sorte, on était des jeunes militants, sans être dans une école approfondie. On faisait des projections parce que nous, au moins, on a eu cette chance d'assister, d'aller dans des écoles, même si ça n'a pas été long. Et d'autres, au Mali, il y avait beaucoup d'analphabètes. Donc, cette ambiance de donner aux autres était là. Et nous avons milité et nous faisons des projections en plein air. Après les projections, il y a des débats, des discussions. Et moi, j'étais très attaché aux projectionnistes parce que j'étais toujours curieux, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et pendant un an, ils ont vu que j'étais très intéressé à la technique du cinéma. Donc, ils m'ont donné une bourse pour aller à Moscou, pour aller apprendre à projeter. Je suis allé à Moscou, j'ai passé une année. Et quand je suis revenu, j'ai demandé d'aller faire une année de photographie. On m'a accordé cette bourse-là, je suis allé encore, j'ai passé une année encore à Moscou à prendre la photo. Mais quand je suis retourné, c'était l'envie de faire du cinéma qui était plus fort que tout. Pas maintenant comme projectionniste ou comme photographe, mais beaucoup plus comme réalisateur. Et là, ils m'ont donné une bourse de 5 ans. Je suis allé à Moscou, j'ai étudié, j'ai terminé les cycles qu'il fallait. J'ai fait deux petits films et je suis parti au Mali travailler. Et voilà comment je me suis plongé dans cette affaire de cinéma. Et l'expérience, comment ça a été un Malien en plein Moscou Oh ben, il faut le dire, je n'étais pas le seul Malien. Hein. Il y avait des bourses 300, 400 par an. Donc, on se retrouvait et vraiment, c'était une autre ambiance. On est venu pour apprendre, eh bien, on apprend. Les autres critères, moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup vécu ça. J'ai vécu tout simplement les difficultés des études. Ça a été très difficile pour moi. D'abord la langue. Après la langue, les études... Le cinéma, ce n'était pas un cadeau pour quelqu'un qui n'avait pas de base au départ. Voilà ce que je peux vous dire. Et je réfléchis ce matin, et en effet, c'est un peu un malentendu, je pense que nous avons. En Europe, en Italie surtout, mais je pense aussi en Europe, en regardant le cinéma africain des années 60-70, c'est-à-dire il y a toujours l'impression que c'était un cinéma qui a été défini militant,
Mais le malentendu, je pense que quelquefois, le significat significat de militant, c'est pas seulement au sujet militant, mais c'est militant en tant qu'expression d'une puissance, d'une poésie comme Unamoto, qui n'est pas un film militant dans le sens qui traite des thèmes ouvertement militants, mais que peut-être dans ces années-là, le fait d'aboutir des thèmes militants a permis à certains metteurs en scène d'être plus connus des autres parce qu'il y avait, disons, une narrative derrière eux, tandis que maintenant, quand on fait des restaurations, on connaît des autres metteurs en scène. Par exemple, on a projeté Mustapha Alassane. Il y a eu un grand cycle en Amérique, mais ici, vraiment pas en France. En France, peut-être il est connu, mais partout, il y a des gens qui ne sont pas qu'il y avait de ce cinéma d'animation, qu'il y avait des westerns qui sont très militants. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette narrative à les soutenir, à les faire connaître. Alors, c'est pour ça que ce matin, je vous demandais, vous avez 20 ans, c'était l'indépendance, ou soi-disant l'indépendance, et l'idée de faire un film universel, comme Unamoto, ça venait de où? C'est-à-dire quel était votre regard face à ce moment historique et quelle était l'urgence de faire du cinéma? Ce matin, vous avez dit, je voulais me jeter de la fenêtre, j'avais pas l'argent pour faire mes films. Donc, il y a toujours le mot urgence qui retourne dans vos mots. Mais c'était laquelle urgence? De raconter quoi? Moi, je crois que j'ai parlé du monde merveilleux. J'ai parlé de nos contes. Tout cinéaste africain naît un artiste, naît artiste. On ne devient pas cinéaste par hasard. C'est la poursuite d'une vocation, parce que Dieu vous donne une vocation, mais vous ne savez pas laquelle. Et si vous excellez dans une matière, par exemple, moi, pour arriver au théâtre, j'ai dû défricher le langage du tam-tam à languette, à 3 tons. Déchiffrer le langage du tam-tam à languette à 3 tons. Tokulo. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Tokulo. C'est tout. Les 3 tons là. Et c'est sur ça que l'art du tam-tam est bâti. Du tam-tam à languette, les 3 tons. Et on les mélange de n'importe quelle façon. C'est comme la musique. Donc ce n'est pas par hasard qu'on a parlé du cinéma comme le 7e art. Parce que après le cinéma, quel art est né encore? Il n'y a plus d'art qui soit découvert. Le cinéma était le 7e art, c'est-à-dire il englobait tous les arts à la fois. Que tu sois danseur, que tu sois musicien, que tu sois chanteur, mais tu fais du cinéma. Nous sommes des artistes. Et nous avions, en matière de cinéma, militant, parce qu'il faut bien comprendre le mot militant, c'est la récupération de la présentation de nos images. Nous avons voulu qu'on nous présente tels que nous sommes, nous nous voyons nous-mêmes. Ce n'est pas ce qu'on pense de nous. C'est pourquoi j'ai fait un film qui s'appelle « Histoire drôle et drôle de gens ». Pour qu'on sente que nous savons même nous moquer de nos travers, nous-mêmes. Qu'on ne nous invente pas les travers. Nous avons des travers, nous savons que nous savons imiter, parce que chez nous, les Douala, par exemple, on parlait français comme un blanc. On déplaçait Paris comme on dit Paris se déplace. Le jour où vous allez à Paris pour 2 jours,
après le ton change. L'accent change. Vous parlez un français pas comme les autres. Vous êtes devenu un artiste, comme on dit, colonisé. Ce qu'on appelle chez les Égyptiens, là, Effendi. Eh oui, Effendi. Effendi. C'est-à-dire émancipé, si vous voulez, pour échapper à votre condition de coloniser. Alors, nous voulions donc récupérer l'image de l'Afrique, parce que quand nous voyions des films, moi par exemple, je voyais des films, mais le noir était ou la serveuse, ou le traître, ou le bandit, ou le brigand. Ce n'était jamais un responsable. C'est pourquoi j'ai fait Muna Moto, pour montrer que la femme africaine n'est pas ce que les gens croient. La femme africaine est une femme normale, comme toute autre femme, qui a des besoins, qui a des décisions, qui a des réflexions. C'est pourquoi Muna Moto. Vous savez que dans Muna Moto, il y a toutes les sphères de la société. L'importance de l'enfant, l'importance du mariage, pourquoi on se marie, pourquoi on fait un enfant. Tout est, j'ai repris ça. Et bien maintenant, je raconte ça d'une façon africaine, c'est-à-dire avec une certaine poésie personnelle africaine. Voilà. Merci. Est-ce qu'un cinéaste italien ne pourra pas faire Muna Moto? Pardon? Je pose la question. Est-ce qu'un cinéaste européen ne peut pas faire Muna Moto en Afrique? Non. Non. Parce que quand les Européens sont venus en Afrique, ce qui les a intéressés, c'était le poids de la tradition. Mais ils ne voulaient pas savoir la poésie qu'il y avait dans la tradition. Et quand il n'y a plus de poésie, il n'y a pas d'art. L'art est dans la combinaison de tout un système social. Je vous ai dit tout à l'heure que l'art premier est celui qui fabrique l'instrument de musique, par exemple. L'art premier est dans la fabrication de musique. C'est un rêve pour fabriquer un instrument de musique. Quand vous entendez les balafons Bamileke jouer, vous ne comprenez rien parce que vous n'êtes pas de cette culture. Mais lui, le Bamileke qui a fait son instrument, il communique avec l'espace, avec le temps et avec les choses. Et il comprend. C'est pourquoi on a dit que la musique est l'art de combiner les sons d'une façon agréable à l'oreille, culturellement. Au fond, toujours, il y a la culture. Si vous n'êtes pas formé sur la culture, vous ne pouvez pas apprécier même un son. Je crois que c'est comme ça. Nous tous, nous sommes des artistes, mais chacun a sa voix. Un Italien peut faire du cinéma comme ça se fait en Europe, comme ça se fait en Asie. Parce qu'ils ont une culture qui se ressemble. Mais nous, dans nos comptes, je vois que c'est un monde c'est spécial. un débat. Tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Hein? Ah bon? Ah ben écoute, regarde aux tables là-bas, là, ça tourne la tête là-bas. Hi. Oh, tu me surprends. Parce C'est pas que... moi, c'est pas moi, ne me regarde pas. Hein. Non. C'est pas moi, regarde à ta Je gauche. te dis que... Regarde à ta gauche. Moi. Non, à ta gauche. Moi. Ma gauche, c'est où? Moi. J'ai fait Muna Moto parce que j'ai fait mes devoirs de cinéma, de réalisateur, de cinéaste sur les films de Luis Buñuel. Ah, je voulais en venir. Voilà. J'ai fait sur le film de Luis Buñuel. Voilà, merci.
Hein? Merci. Mais ça ne veut pas dire Non, que merci. Moi, c'est la le question. surréalisme, le surréalisme est humain. Merci, Dikongé. C'est ça que je voulais dire. Parce que j'ai vu hier soir le film de Louis Bienel. Le choc que j'ai eu, c'est le même choc que j'ai eu aujourd'hui avec Munamoto. Et je me pose la question, si Louis Bienel était vivant et qu'il allait en Afrique pour raconter une histoire, est-ce qu'il n'allait pas raconter comme tu le sentais toi-même, toi en tant que... Non. Non. Bon, alors là, je pense que... on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense qu'un créateur honnête, quelle que soit son origine, quel que soit son lieu d'habitation, quand il veut faire quelque chose qui est touchant, humainement, il peut le faire. Et là, il n'y a pas une question de continent, ou je ne parle même pas de race, hein, mais c'est un problème humain ici que je pose et que je voudrais, c'est ma vision de la chose. Parce que on peut se dire, oh, ben celui-là, il n'est pas malien, il ne peut pas faire un film sur le Mali. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Ah, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est proche quand même. Non, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. C'est pas proche? J'ai dit que le symbolisme est perçu par chaque société à sa façon. Ça, c'est clair. Mais l'être humain est au centre de tout. Mais l'être humain vit l'espace et le temps. Et il s'adapte à l'espace et au temps. Il est au centre. Il n'est pas au centre, il est dans le temps et l'espace. Il est au centre. Ah, si tu veux. Mais moi, je le considère. C'est Dieu qui est au centre. C'est Dieu qui est au centre, le Créateur. Le débat va loin là. Hein? Oui, c'est Dieu qui a créé l'être humain. Il y a combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Bon. C'est bon. OK. Dikongé. Non, non, vas-y, mais après, je voudrais vraiment laisser la parole aussi au public parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de questions. Alors, je laisse... Le public... Non, je voulais appuyer un peu ce que Souleymane vient de dire. Il n'est pas d'accord avec moi. Non, appuyer, j'ai dit. Appuyer. Oui, mais vas-y, appuie. Ah, d'accord. Mais je suis d'accord si j'appuie. Tu me dis, il n'est pas d'accord avec moi. Non, je voulais appuyer ce que Souleymane disait tout à l'heure. On connaît un autre cinéaste qui a eu une certaine notoriété au Cameroun, pas comme Dikongé Pipa, Daniel Kamoa. Il a fait des films au Cameroun, il a raconté des histoires de la société, mais il n'y avait pas la même sensibilité. On est au Cameroun, avec deux cinéastes, que chacun avait sa propre sensibilité. C'est vrai, si on arrive avec des bonnes intentions, la sensibilité juste, on peut faire des films même sur la Lune. Tu n'es pas d'accord ? Tu te rappelles de Pousse Pousse, etc. Ça ne ressemble pas à ta démarche et à ton point de vue sur la société camerounaise et les urgences d'une société camerounaise à peine, entre guillemets, indépendante. Tu m'amènes dans un débat très important. La sensibilité, c'est-à-dire la perception. La perception est humaine. Mais la perception devient culturelle ou sociale parce que on s'est regroupé à un moment donné, un certain groupe social s'est formé dans un espace donné. On acquiert des mécanismes, on appelle des déterminismes, qui vous mobilisent, qui vous amènent à faire des choses. Par exemple, la récolte du vin. Donnez-moi un Français qui peut récolter le vin de palme. Il n'y en a pas. Comment? Un Français qui peut récolter le vin de palme. Comment ça? Ah oui. Excusez-moi. Hein, oui. Je crois que le public me réponde. Non, mais il va te répondre. Mais Souleymane, retourne, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Mais alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Elle est où, Suleiman? D'accord. Pour le moment. J'aimerais bien savoir comment étaient les réactions après la première diffusion du Munamoto. Donc, comment étaient les réactions après la première diffusion de Munamoto dans la société Au Cameroun. Au Cameroun, oui. J'aimerais bien savoir ça. Merci. Bon, la première diffusion de Munamoto, ça a d'abord créé un véritable problème. Un problème qui se trouve dans la Bible. Il y a eu une histoire, l'histoire que vous connaissez de la Bible, l'histoire de Rebecca. Et on ne savait pas que moi j'avais fait Munamoto. On ne savait pas que Daniel Kamwa était mon ami. Quand j'arrivais à Paris, Daniel Kamwa me recevait à sa table, on mangeait ensemble en tant que Camerounais, en tant qu'Africain. On était amis, on se fréquentait. Ce sont mes comédiens qui ont fait pouce-pouce. C'est moi qui ai envoyé mes comédiens aller travailler avec Daniel Kamwa. Ce n'est pas lui qui les a auditionnés. C'est moi qui leur ai dit, allez travailler avec Daniel Kamwa. Seulement, chaque individu, je vous ai dit, chaque individu, selon son milieu social, il y a des déterminismes qui agissent sur son comportement. Si vous êtes un commerçant, vous agissez comme un capitaliste. Si vous êtes un artiste, vous agissez comme un artiste. Si vous êtes un technicien, vous agissez comme un technicien. C'est le milieu social vous fabrique. C'est pourquoi je crois que La Fontaine avait dit que vous soyez bon ou mauvais, le jugement populaire vous rendra blanc ou noir. C'est-à-dire que c'est la société qui vous juge que si vous êtes bien ou mauvais. C'est la société. Ce n'est pas vous. Vous êtes dans la vérité, dans votre vérité. Vous êtes dans votre vérité, vous exprimez ce que vous ressentez. Mais ça ne veut pas dire, quand j'ai parlé de vin tout à l'heure, parce que si tu es revenu, quand j'ai parlé de vin tout à l'heure, pourquoi le Français ne peut pas récolter le vin de palme? Parce qu'il n'a pas cette culture. Mais il a déjà appris ça, hein? Le temps qu'il a passé chez vous, là? Non, mais ce n'est pas la même chose. Pour récolter le vin de palme, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas le raisin qu'on écrase. Ce n'est pas le raisin. Hein? Ce n'est pas le jus de raisin. Le vin de palme, c'est un vin naturel. C'est un vin naturel. Il faut une technique spécifique pour récolter le vin de palme. Ben, pourquoi tu vas choisir le français là quand tu as un Malien qui ne peut pas le faire? Mais c'est pourquoi j'ai dit que c'est le milieu qui te formate. Voilà. Je te l'ai dit. C'est ce que j'ai dit. On revient à la demande, elle veut savoir comment il a été reçu, le film, au Cameroun, quand il a été projeté. Comment le film a été reçu? Oui. Ben, j'ai parlé que j'ai envoyé mes techniciens travailler avec Daniel Kamwa. Oui. Et nous avions, moi je suis de Douala, un Douala. J'ai une culture Douala, une langue Douala. C'est pourquoi je parle ma langue. Nous, on appelle les Bamileke les porteurs de masques. On les définit comme les porteurs de masques. Parce que dans leur culture, ils ne font rien sans masque. C'est les masques qui représentent leur Dieu, si vous voulez. Encore un grand mot là. Est-ce que vous êtes compris? Oui, mais il parle de Daniel Kamwa qui était d'une autre culture, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Non, mais la perception. Il va répondre. C'est là. la perception. Oui, il va y arriver vite, là, s'il te plaît. La perception, c'est que moi, je suis Douala. Et puis les Douala. Ça veut dire quoi? Il va finir là, ouais.
Toi, tu es Les Douala. Douala, c'est des Bantous. Tu sais ce que c'est les Bantous? Non. Ah, voilà. Si tu veux que je t'explique tout ça. Non, ça va Les être long. Bantous, c'est ceux qui travaillent dur. Voilà. Ah, les autres ne travaillent pas dur là-bas. Non. Ou avec les masques, les autres, là. Inamamurho. C'est sérieux, hein? Les Bantous, ce sont ceux qui travaillent dur. Bantous, c'est ceux qui souffrent. Et les Bamileke alors? Les Bamileke sont les Bamileke, les porteurs de masques. Voilà. Chacun son rôle. Le porteur. Chacun, les porteurs de masques. Mais ça veut dire que c'est sacré. Mais bien sûr. Donc les Bamileke sont plus sacrés que les... Les Bantous. Ah ben, On ne t'a pas dit que tu n'as pas vu les sculptures Douala dans Munamoto. Tu n'as pas vu que les Douala sont passés par toutes les régions du monde. ah bon? Même ici? En Mais Italie? je t'ai dit que quand la sculpture... Dans les Grecs, là, ils vont venir avec leurs chevaux là te chercher ici, tu vas voir. Les Grecs me connaissent bien. Ils ont appelé le mont Cameroun le char des dieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils me connaissent. Ils me connaissent. Ils me connaissent. D'accord. Mais ils n'ont pas la même culture que moi. D'accord. La deuxième question, c'était... Est-ce qu'il y a une question pour Suleiman? Pour les deux, il a pourquoi dit. pour- Monsieur, là, pour les deux. Pourquoi pour Suleiman? Non, le monsieur, Pour parler un peu. il a une question pour les deux. Ah, il y Mais avait une moi, je question pour parle- les deux, c'est ça, c'est vrai? Il n'y arrive pas. On va le dire en privé tout à l'heure. là. Non, pourquoi? Dikongé, Mais vous c'est- voulez la arriver question au fait est qu'il ait simple. parlé en français et ça a été critiqué, c'est ça? Non. Non, le Ça, film, non. quand il est sorti... La réception, c'était le public a aimé, Le public, beaucoup voilà. de gens à aller voir le film. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Je vous ai dit que il y a dans la Bible la ruse de Rebecca. C'est écrit dans la Bible. Quand Pousse-Pousse venait sortir, Il faut le montrer l'année prochaine. on ne savait pas que moi, j'avais déjà gagné des prix à l'étranger. Avec quel film? Alors, Avec quel avec Munamoto, je suis allé à la radio. Les Bamileke avaient dit qu'ils ne viendraient pas voir le film des Douala. Oh. Hein? Ils ne viendraient pas voir les films des Douala. Et je suis allé à la radio, j'ai dit, mon message s'adresse aux jeunes Bamileke en direct. J'ai dit, est-ce que les Bamileke se cotisent pour nourrir les malheureux Bamileke? Ou bien est-ce que le malheureux Bamileke se débrouille pour manger lui-même? Et les Bamileke sont venus à la première de mon film, ils ont occupé presque toutes les places. Parce qu'ils ont compris mon message. Ils ont compris mon message. Que Daniel Kamwa est mon ami. Avec Daniel Kamwa, nous n'avons pas de problème. Mais nous avons un problème de milieu social. Parce que Daniel Kamwa a fait une sorte de comédie, une comédie légère, parce qu'il s'est intéressé plutôt à celui qui, la dot représentait plutôt, non pas une responsabilité. Et c'est ce que dit Mdo même, mon personnage. Je suis quand même content que tu souffres parce que tu le fais pour moi. Alors que pour Daniel Kamwa, c'était le fait que les parents sont avides d'argent, ils vendent les femmes. C'est ça la différence entre la comédie et l'art pur. Ouf. Moi, L'art pur. Il y a un monsieur qui va... Oui, bonjour. D'abord, je suis très ému de vous voir en chair et en os, après avoir vu vos films. Et je pense que tous ceux qui sont dans la salle ne peuvent qu'estimer la chance qu'ils ont de vous accueillir aujourd'hui, parce que
on a en face de nous Louis Buñuel et Charlie Chaplin. Enfin, je veux dire, des cinéastes dont on parlera encore tant qu'on parlera de l'histoire du cinéma. Je sais d'ailleurs, je remercie le festival de les inviter parce que ce sont des cinéastes qui n'ont pas fait beaucoup de films parce qu'ils ont eu très difficile à faire leurs films. Donc c'est d'autant plus respectable et honorable. Alors j'ai une question à vous poser à tous les deux parce que je pense que pour avoir découvert le Munamoto aujourd'hui pour la première fois, pour moi il y a quand même une correspondance en thématique avec Yellen, qui est le film plus connu de Suleiman. Ce besoin de se libérer de la tradition, mais en même temps il y a cette présence de ce merveilleux, de cette tradition. Et je dois dire que dans le film, ce matin, j'ai été beaucoup plus... je veux dire, pour Yellen, je ne suis pas Bambara, je ne connais pas la culture Bambara. Et je pense qu'il y a cette volonté, en tout cas chez le spectateur ressent ça. Tandis que je pense que dans Munamoto, il y a ce côté universel qui est plus prenant. Alors bien sûr, il y a des choses qui nous échappent. Vous parliez de la récolte du vin de palme tout à l'heure, qu'on ne sait pas faire, mais je pense que là où Suleiman ne vous a pas compris, je pense que vous voulez dire aussi ce que ça implique au niveau symbolique, au niveau du merveilleux, au niveau de tout ce que ça raconte. Bref, moi je trouve qu'on parle de cinéma africain, mais là on est en présence de deux cinéastes qui ont un langage bien différent. Ça ne sert à rien de mettre tous les cinéastes africains dans le même sac. Je pense. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette thématique commune entre les deux films et la différence avec laquelle vous avez voulu la traiter, surtout Suleiman, puisqu'on n'a pas encore beaucoup entendu, et je crois que c'est quelque chose qui est important chez lui, justement, ce retour vers la société, la tradition, mais aussi en utilisant la musique de Michel Portal, enfin des choses qui justement créent aussi, comme dans votre film, un rapport qui implique plus le merveilleux qu'un militantisme dénué de poésie. Voilà, merci. Il répond. Ah, moi, je n'ai pas de réponse là. Il a dit, on n'a pas entendu votre voix trop encore. Comment? Il a dit qu'on n'a pas assez entendu ta voix. Ah, moi, je n'ai... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais parle. Je ne sais pas parler, je l'ai dit dès le départ. Vous saurez me pardonner. Il a parlé de Yélin, je fais les films comme je le sens. Bon, maintenant, la traduction, ça reste aux autres. Chacun est libre de le sentir comme il le sent. Il y a des gens qui disent que c'est un film sur le fétichisme, sur le machin. Mais moi, je sais que c'est un film qui était fait pour l'évolution de l'être humain, sa pensée. C'est dans son imaginaire. Et chacun a sa façon, son instrument avec lequel tu t'exprimes. Et donc, le Bambara, il s'exprimait avec cet instrument. Et voilà, à travers ça, j'ai voulu faire un film qui puisse ne pas être seulement Bambara, mais qui puisse être un film humanitaire, de l'humain. Voilà. Universel, c'est le mot qu'il faut employer. Peut-être que c'est un film raté, je n'en sais rien. Mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je ne sais pas. Ce film, il est fait. Bon, il faut faire d'autres maintenant, quoi. Oui. Je m'excuse, hein. Oui, donnez-lui la parole. Si vous avez des choses à me donner, moi je prends. Je vous ai tout donné. Tout ce que j'avais, je vous ai donné par le film. Je ne voulais pas du tout dire que c'était un film raté. Au contraire. Non, mais que j'ai l'impression qu'il y a plus de prérequis de la part du spectateur. Qui est? Qu'il y a plus de prérequis. C'est-à-dire qu'après, en lisant sur le film, on apprend les rituels qui sont présentés dans le film. Tandis que dans le film de Monsieur, ce matin, c'était plus quelque chose, j'ai l'impression, de plus compréhensible pour un spectateur lambda qui découvre, qui n'a jamais vu de film africain avant, ou qui ne connaît pas la culture du pays en question, en l'occurrence le Cameroun. Oui, mais je pense que ça, c'est l'histoire de chaque film.
Oui. Vous ne pouvez pas traiter tous les films en même machin, c'est pas possible ça. Vous ne pouvez pas comparer aussi tous les films en même temps. Non. Ça n'a rien à voir, les histoires. Ça n'a rien à voir, l'histoire que Dikonké raconte dans Munamoto, Oui. et que c'est que rencontre l'histoire du père et du fils dans Yélène. Vous voulez faire la comparaison, vous voulez faire le machin? Non, moi je n'ai rien à dire. Hein. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ, ce film, il est fait pour vous. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Et j'accepte les critiques. J'accepte. Mais alors, il faut être honnête aussi, mettre les critiques à leur place. On ne peut pas profiter de quelque chose pour dire quelque chose. Et ce n'est pas honnête. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Malheureusement, on a seulement 5 minutes, donc s'il n'y a pas de questions, je vais poser une dernière question. Il y a une question, hein? Je ne vois rien. Oui, il y a une question. Bonjour, merci beaucoup. Je fais une toute petite question, c'est par rapport à Munamoto et l'utilisation de langage. La plupart du film est en français et je me posais la question, est-ce que c'était un choix idéologique, pratique ou qui a été dicté par la production du film? Merci beaucoup. Vous avez compris? Non, je n'ai pas bien compris. La plupart des dialogues, c'était en français. Pourquoi le choix, c'était un choix idéologique, pratique de production? Non, je crois que le problème de la langue, c'est un autre problème. C'est le problème de la communication. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des idiomes. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire en français, qu'on ne peut pas traduire en allemand. Sinon, on fait de l'à peu près. Il y a des choses qui ont eu leur âme selon leur culture. C'est pourquoi je dis que l'homme est universel, mais un milieu clos, qui a vécu dans un espace clos, s'identifie à ses habitudes, à ses déterminants. C'est comme ça que le français ne peut pas faire le vin de palme. Il ne peut pas. Parce que le vin de palme a une âme. Ça dépend comment on saigne le palmier. Ce n'est pas couper le palmier qui veut dire récolter le vin de palme. Et vous voulez savoir pourquoi le français? Je pense que c'était une question. Question de communication. Donc, j'ai dit qu'il y a des idiomes, des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est pourquoi, quand c'est français, je peux le traduire dans une idée perceptible. Je traduis en français ou en anglais, ou on parle Bassa, on parle Douala, on parle Bassa dans le même film. La langue n'est pas la seule. Chaque père, parce que l'enfant est Bassa, il parle en Bassa. Il parle en Bassa. Vous avez combien d'idiomes? 350, une chose comme ça? Mais nous avons, je ne sais pas le nombre exact, mais je sais que on nous compte au moins 380 langues. Vous savez, parce qu'il y a des langues phonétiques. Quand le ton monte, le sens change. Quand le ton baisse, le ton change. Le même mot, prononcé de la même façon, le ton change, la signification n'est plus la même. C'est pourquoi je crois que même au Sénégal, vous allez rencontrer des gens comme Macky Sall. L'actuel président du Sénégal. Qui est l'actuel président du Sénégal. Chez nous, les Bantous, nous l'appelons Macky Sall. Ça, c'est Bantou. Macky Sall. Mais c'est le même mot. Il y a manga. Manga chez les autres. On dit manga. Chez nous, on dit manga. Le ton baisse. Et ça a deux significations? Ça, bien sûr. Manga. Oui, c'est quoi? Manga,
je vais. Hein? Manga, c'est le sel marin. Voilà. Je vous invite tous à nous parler encore au dehors. Je ne veux pas faire attendre les gens. Je vous remercie beaucoup pour être Je là. peux proposer quelque chose là? On va profiter de ce que nous disait Dikangé et ouvrir une liste pour aller faire un stage au Cameroun pour la récolte du vin du Palma. La liste est ouverte et vous pouvez vous inscrire. Merci beaucoup. Merci. Une solution. Le vin de Palma. Oui.